donc dans la première séance le calcul différentiel, donc avec les grands théorèmes, théorème des fonctions implicites, le théorème de inversion locale et donc d'accroissement fini. Donc ce qui va nous permettre d'étudier donc la linéarisation dans la séance 4 ainsi que dans la séance 4 la stabilité des équilibres. Donc dans cette séance on va étudier donc la théorie générale des équations différentielles x point c'est égal à f de x de t. Et donc dans le cas où f de x ici, donc vous voyez bien que c'est une équation différentielle autonome, mais dans le cas où c'est non autonome, donc on peut se ramener à une équation différentielle autonome et du coup donc les résultats de cette séance donc, peuvent être appliqués donc, pour le cas des équations différentielles non autonomes. Alors voilà, donc cette séance en fait c'est la section 4.1 à 4.3 du livre du cours de Frédéric Jean, Stabilité et commande des systèmes dynamiques, cours et exercices corrigés. Donc, et voilà, donc, et dans cette partie, donc, on va commencer par l'existence et l'unicité des solutions. Alors, on considère donc l'équation différentielle x point de t est égale à f de x de t. Alors, donc, on a des données qui sont donc oméga, c'est un ouvert de Rn, f, donc le champ de vecteur de oméga inclus dans Rn de classe C1, et les solutions sont les fonctions x point qui a donc j, on associe donc Rn qui est dérivable tel que j c'est un intervalle de R, xj donc c'est inclus dans oméga, et quel que soit t appartenant à j, x' de t est égal à f de x de t. Alors ici donc les données sont définies, donc devraient être donc c'est oméga et f, alors que les solutions c'est en fait c'est un couple qui est donné par la solution ainsi que l'intervalle où la fonction est définie. Alors, donc séance 2, théorie générale. Des équations différentielles. Alors, considérer les données. Donc, ils sont donnés en fait par donc, sont définis par le oméga, l'univers, et donc la condition donc pour tout x ici, on aura donc un champ de vecteurs f de x. Alors de même, si je prends une autre condition initiale, donc dans ce point-là, on aura donc un autre champ de vecteurs. Donc, et ainsi de suite. Okay, donc, alors que pour les solutions, et ça c'est inclus dans Rn, maintenant pour les solutions, c'est un couple. Qui est défini par donc x point j. Avec, donc ici, on va prendre en départ, c'est le R. On va prendre donc un intervalle qui n'est pas forcément donc infermé, contenant le T0, tel qu'on aura donc son image, xj. On va avoir donc le xj, c'est inclus dans oméga, tel que donc on aura pour n'importe quel donc, instant initial, par exemple le T0, donc on va voir un x0 ici. Okay, son image c'est x0 et on aura donc un champ de vecteurs f de x0. Par exemple, si je prends un autre point t, on aura donc ici une autre image et ça sera donc le x de t et qui est caractérisé par un champ de vecteurs f de x. Et du coup, donc, on peut avoir une solution qui est tangente donc, en ces points-là. Alors, cette solution donc, est inclue dans oméga. Donc voilà. Alors, la remarque, c'est que donc, on étudie les équations différentielles x point c'est égal à f de x, mais on peut en fait se ramener à les équations différentielles autonomes. Donc, le x point équation différentielle non autonome sont définis par x' c'est égal à f tx. Alors comment on va l'écrire sous la forme donc x point c'est égal à f de x de t. Alors il suffit de prendre le grand x, c'est égal à t x de t.
Alors vous voyez bien que le x point ou bien x prime c'est égal à donc la dérivée de t, donc ça fait 1, et la dérivée donc de x ça fait x prime de t, qui n'est autre que c'est égal à f de x si vous voulez. Donc directement c'est un f de x de t. Et du coup donc on obtient une autre fonction grand F de vecteur grand X. Donc à partir des équations différentielles ici, vous voyez bien qu'elle est non autonome, on peut se ramener à une équation différentielle donc autonome où le grand X dépend de t. Donc quitte à se déplacer en dimension n plus 1, alors je peux me ramener donc à une équation différentielle autonome. Ouais. Ok. Donc est-ce que vous m'entendez parfaitement? Ça va? Ok. Alors voilà, donc on obtient une équation différentielle. Donc on peut étudier dans cette séance que les équations différentielles autonomes. Alors après, alors donc pour montrer l'existence et l'unicité des solutions, alors on a le théorème de Cauchy-Lipschitz qui nous dit que quel que soit T0 appartenant à R, quel que soit x0 une condition initiale dans oméga, il existe un delta positif tel que le système x point est égal à f de x et xt0 est égal à x0 admet une unique solution x qui a t0 moins delta à t0 plus delta dans oméga. Donc c'est la solution unique. De plus, donc ici, ce théorème de Cauchy-Lipschitz reste vrai si f est localement lipschitzienne. Et si f est continu, seulement continu, donc on peut utiliser le théorème de Peano afin de montrer l'existence d'une solution sur cet intervalle t0 moins delta, t0 plus delta, mais ce n'est pas forcément unique. Alors pour expliquer ce théorème, je vous donne donc quelques idées de la preuve. Alors je considère ici un intervalle de R centré en t0 qui est de la forme t0 moins delta, t0 plus delta. Alors dans l'image, elle sera donc dans oméga, qui est donc x de t. On va associer donc un vecteur f de x de t. Et ça, c'est quel que soit le t appartenant à cet intervalle, donc t0 moins delta, t0 plus delta. Donc du coup, on va définir une solution qui est inclue dans oméga. Alors, l'idée de la preuve. Alors, x solution de l'équation différentielle, c'est équivalent à dire que x de t, c'est égal x de t0, ou bien c'est x0, plus l'intégrale entre t0 et t, f de x de s ds, puisque tout simplement, la dérivée de x, c'est égal à f x de t, donc f de x de t. Donc du coup, je peux intégrer entre l'instant t0 et t, et dx entre la position x0 et x de t. Alors on obtient donc cette expression, et ça c'est exactement une fonction phi de x en t. Alors pour démontrer l'existence de cette solution, il suffit de montrer que x est un point fixe pour phi. Ok.
Alors, pour montrer que c'est un point fixe, alors on peut utiliser, donc, ou bien il suffit de montrer que phi, elle est contractante, c'est-à-dire la norme de phi de x moins phi de y en norme, c'est inférieur à k fois la norme de x moins y, avec le k, c'est inférieur à 1, c'est-à-dire elle est k lipschitzienne avec le k, c'est inférieur à 1. Ensuite, on peut utiliser le théorème donc, de Picard afin de montrer que donc, cette solution, donc, ou bien phi admet un point fixe. Alors, il suffit de montrer que phi est contractante. Que phi est contractante. Afin d'utiliser le théorème de Picard. Or, donc, pour montrer que phi est contractante, il suffit d'écrire l'expression de phi de x et utiliser que f est k lipschitzienne sur la boule fermée. Donc, alors, pour montrer ou bien phi est contractante, à condition que f est k lipschitzienne sur la boule fermée contenue dans oméga. Mais comme f est de classe C1, donc cette dernière condition est vérifiée. Donc ça, c'est d'après le théorème d'accroissement fini. Alors, mais comme f est supposé de classe C1, alors cette dernière condition est vérifiée d'après le théorème des accroissements finis. Ok, donc voilà. Alors après, donc vous voyez bien que ici, donc f est seulement continu. Donc si on a f, donc si on affaiblit les hypothèses, c'est-à-dire f est seulement continu, on sait bien que si f est lipschitzienne, donc c'est continu, mais l'inverse est faux en général. Donc si on affaiblit avec le f est seulement continu, donc on démontre l'existence d'une solution, mais ce n'est pas forcément unique. Donc voilà. Alors après, pardon, il faut être à gauche. Alors on passe maintenant pour les intervalles de définition. Alors, donc pour tout t0, x0 appartenant à R croix oméga, donc il existe un intervalle maximal t moins t+, sur laquelle est définie la solution x point telle que x de t0 est égal à x0. Et donc on appelle ça, c'est la solution maximale. Et si y point qui agit, on associe donc oméga solution telle que y de t0 est égal à x0, alors forcément le j s'est inclus dans t0, t-, qui est l'intervalle maximal. Et de plus, donc le y, ce n'est autre qu'une restriction de x à j. Donc du coup, on démontre que l'unicité en fait de cette solution maximale. De plus, le t- et les t+, donc c'est des fonctions de t0 et x0, telles que t0 est compris entre t- et t+, et les ti, donc les t+, ça représente la durée de vie dans le temps, lorsque le temps évolue, c'est-à-dire dans les temps positifs, et le t-, c'est la durée de vie pour les temps négatifs. Alors pour expliquer ça,
Alors, dès qu'il existe une condition initiale T0, X0, alors il existe donc une solution X point J tel que T0, il appartient à J. Mais les questions qui se posent, donc est-ce que J est unique? Et quelle est la taille de J? Est-ce que ça pourrait être égal à tout R? Alors, pour répondre à la première question, est-ce que J est unique? Donc la réponse est faux. Ou bien la réponse est non. Donc, pour l'unicité, donc, non, tout simplement. Pourquoi? Parce que si je prends ici, alors, un intervalle J, tel que notre solution elle est définie, alors je peux toujours me restreindre à un autre intervalle, donc tel que, ici c'est centré en T0, je peux toujours trouver un intervalle J', tel que T0 appartient à J. Du coup, donc la solution qui est un couple en fait, donc le couple qui est donné par X point restreinte à J' ici, et le J', c'est une autre solution de l'équation différentielle qui est différente de la solution X point J. Donc on peut toujours trouver une restriction sur cet intervalle J. Du coup, pour le couple, ça devient donc une autre solution et du coup, c'est pas unique. L'intervalle J n'est pas unique. Alors la question, est-ce que je peux prolonger maintenant J? Donc, est-ce que je peux prolonger J et est-ce que c'est unique? Par exemple ici, est-ce que je peux avoir un autre intervalle tel que la solution est définie? Donc, mais d'après donc le théorème ou bien la proposition qui est ici, donc qu'est-ce qu'on dit? Que dès qu'il existe une autre solution telle que y de t0 est égal à x0, alors forcément le j s'est inclus dans un t plus t moins, l'intervalle t moins t plus, tel que y, ce n'est autre qu'une restriction de x à j. Okay, donc ici, c'est impossible du coup d'avoir ce cas-là. Et on aura donc l'intervalle maximal, c'est t plus, et ici c'est t moins. Alors maintenant, la taille, est-ce qu'elle pourrait être égale à tout R? Donc, taille de J, c'est tout R, pour préciser. Alors, donc en fait, la réponse est non, généralement. Et on va prendre deux exemples. Alors, le premier exemple, je prends oméga, c'est égal à moins 1, 1. Donc, ici, c'est un ouvert de R qui est borné. Alors, à quoi est égal? Et si je prends l'exemple le plus simple possible, x' c'est égal à 1 et x de 0 est égal à 0. Alors, je peux trouver facilement la solution qui est donnée par la dérivée de x est égale à dt. Donc, il suffit d'intégrer entre l'instant initial qui est 0 jusqu'à l'instant t.
ici entre x0 c'est 0 et x de t, je remplace donc par ds. Et du coup, donc on obtient x de t est égal, donc est égal à t. Alors, du coup, forcément, à quoi est égal t moins t plus? Donc le x, il appartient à l'ovaire moins 1, 1. Donc forcément, le t plus t moins, c'est égal à moins 1, 1 ouvert. Alors, du coup, t moins t plus, c'est égal à moins 1, 1. Ainsi, donc, j'aurai une durée de vie qui est finie car le oméga est borné. Donc ainsi, on aura une durée de vie finie car tout simplement le oméga est borné. De plus, si vous voyez bien que si je trace donc dans R, je prends l'intervalle moins 1, 1. Alors vous voyez bien que x de t, donc si je prends une condition initiale ici, donc en moins 1 plus epsilon, donc vous voyez bien qu'on va converger vers donc, ce point 1. Donc elle va converger vers le bord de notre intervalle oméga, notre intervalle ouvert. Alors après, je prends un autre exemple où le oméga c'est non borné, c'est égal à tout R. Et je prends un exemple le plus simple possible. Donc x' c'est égal à x carré et x de 0 est égal à 1. Alors, pour obtenir la solution, donc on écrit donc la dx est égale à sur x carré, c'est égal à dt. Donc on intègre entre l'instant initial qui est égal à 0 jusqu'à t. On peut bien sûr changer ici par une certaine variable ds. Et ici, donc, j'intègre entre l'instant initial qui est égal à 1 et l'instant donc x de t. Et je change donc par s. Et vous voyez bien qu'on obtient, ça c'est équivalent à donc moins 1 sur s. Donc la primitive de 1 sur s carré. Et ça c'est entre 1 et x de t qui est égal à t moins 0. Donc ça fait t. Alors, et ça c'est égal à 1 moins 1 sur x qui est égal à t. Donc et ça c'est équivalent à x est égal donc 1 moins t et j'inverse. Donc ça fait 1 sur 1 moins t. Alors maintenant si je trace cette donc solution x de t, alors qu'est-ce qu'on obtient? Alors, pour tracer cette fonction, alors il suffit de prendre ici le temps, et ici on a x de t. Alors vous voyez bien, donc ici la condition initiale lorsque t est égal à 0, c'est égal à 1. Avec le x de t, on a dit c'est égal à 1 sur 1 moins t. Alors lorsque je fais tendre t vers moins l'infini, donc on va tendre vers 0, et c'est positif. On sait bien que donc 1 sur 1 moins t, elle est positive tant que t est inférieur à 1. Ok. Et après, lorsque t tend vers 1, moins, donc on va tendre vers plus l'infini. Ok. Donc voilà, donc la solution en fait, elle explose en temps fini. Donc elle va tendre vers l'infini parce que t tend vers 1 moins. Et ça, c'est le phénomène d'explosion en temps fini. Alors, et à quoi est égal maintenant le t moins t plus? C'est égal à moins l'infini
1 ouvert. Donc, on a un phénomène d'explosion en temps fini. C'est le phénomène d'explosion en temps fini. Alors, remarque, si la durée de vie est finie, alors, deux cas possibles en fait. Alors, le oméga est soit borné, donc où on a explosion en temps fini. Alors, voilà. Alors après, donc on va passer. Donc, on va expliquer tout ça dans cette proposition en fait. Alors la durée de vie, donc soit x de t- à t+ dans oméga, une solution maximale. Alors t+ est fini, ça implique que x de t sort de tout compact inclus dans oméga lorsque t tend vers t+. Et de la même manière pour t- est fini. Okay, donc t- elle est supérieure à moins l'infini. Et quand le oméga est égal à r, alors le t+ est fini et donc la norme de x de t, elle va tendre vers plus infini quand t tend vers t+. Donc voilà. Et on a ce corollaire qui est en fait le contraposé de la proposition suivante de cette implication. Donc si x de t continue dans un compact inclus dans oméga, alors forcément t- t+ est égal à tout r. Okay, puisqu'on aura donc puisque ça sort de tout compact, s'il ne sort pas de tout compact inclus dans oméga, donc il est contenu dans un compact inclus dans oméga, et par suite le t+ et t-, donc c'est égal à plus infini, et par suite le t- c'est égal à tout r. Et on parle dans ce cas-là des équations différentielles complètes si le t-, t+ est égal à tout r pour toute solution maximale. Alors en fait, si c'est fini, alors deux cas possibles. Donc soit si le oméga il est non borné, alors on va avoir donc une explosion en temps fini. Mais si c'est donc le oméga est borné, donc du coup la solution elle va sortir du compact et elle va converger vers le bord de oméga. Alors maintenant on va passer la partie flot et orbite. Et donc on a x de t, x point de t est égal à f de x de t, avec le f est de classe 1 sur oméga inclus dans Rn, une équation différentielle. Alors, pour tout v appartenant à oméga, x de v point, c'est solution maximale de l'équation différentielle telle que xv de 0 est égal à v, qui est définie sur j de v. Alors après, donc l'orbite de v appartenant à oméga est définie par donc OV, c'est l'ensemble de tous les points xv de t avec le t appartient à j de v. Et ça représente en fait une courbe tracée sur oméga par xv point. Et donc le portrait de phase des équations différentielles, c'est la tracée de toutes les orbites. Et notre but ici, donc, c'est de terminer le portrait de phase, de comprendre le comportement de ces solutions et de voir donc ceci sur le portrait de phase. Alors pour expliquer ça, c'est quoi donc un orbite d'un point? C'est tout simplement, je prends donc ici un oméga, un ouvert, je prends donc une condition initiale, le v. Alors on aura donc une solution ici, avec ce point-là, donc ça représente xv de t, et donc ça représente en fait l'ensemble de tous les points tels que t appartient à j, jv, donc ça représente l'orbite de v. Et de même, si je prends une autre condition initiale, donc on aura une autre orbite, et ainsi de suite.
Et donc l'orbite du point V, donc l'orbite d'un point V, c'est notre autre l'ensemble de tous les points tels que tous les points, bien sûr, c'est XV issu de V, tel que le T, il appartient à JV. Alors, donc voilà, on va passer maintenant pour donc les représentations qu'on a vues dans la première séance de la pendule amortie. Donc dans l'équation différentielle, elle est donnée par la dérivée de θ point par rapport à t, c'est égal une fonction qui dépend θ prime. Donc on est en dimension R, donc R2. Avec donc ici en abscisse c'est θ et en ordonnée c'est θ prime, et donc qui est donné par l'expression suivante. Et vous voyez bien, donc si je prends une condition initiale ici, donc le V, alors vous voyez bien que l'orbite de V, ce n'est autre que l'ensemble de tous les points donc issus de ce point-là, et que vous voyez bien, donc il va converger vers ce point d'équilibre là, qui est donné par donc θ est égal à 2π, et le θ' est égal à 0. Et ainsi de suite. Donc, dès qu'on prend une autre condition initiale, vous voyez bien donc qu'on a tracé une infinité, plusieurs donc voilà orbites, et ça dépend de la condition initiale. Et donc cette étude, donc ce portrait de phase, il permet d'avoir ou bien de donner une information globale sur le comportement de notre système dynamique. De même ici, vous vous rappelez de l'exemple dérivé de x point avec le grand x point c'est égal à xy, avec le f c'est égal à yx. Alors dans le plan xy, on aura donc le plan de phase qui est donné par ces trajectoires là. Donc vous voyez bien que soit on converge vers le plus infini si on est au-dessus de la droite en vert, et donc cette droite elle est invariable, donc et si on prend, c'est-à-dire si elle est invariante, donc si on prend une condition initiale sur cette droite, on va converger, on reste sur cette droite et on va converger vers 0. Mais inversement, si on est sur la courbe bleue, donc ça diverge, et donc on va soit tendre vers plus l'infini si on prend une condition initiale positive, y et x, sinon on va tendre vers moins l'infini. Et on a deux bassins, le premier il va tendre vers plus infini, et le deuxième il va tendre vers moins l'infini. Alors maintenant on va définir donc le flot. Alors le flot, en fait, on va donc rappeler donc notre équation différentielle x point c'est égal à f de x de t avec le f de Classian sur oméga. Alors c'est quoi un flot en t? Avec le t il appartient à R, donc c'est une application donc phi t de v, on associe xv de t, c'est-à-dire donc c'est la solution issue de v, donc c'est la valeur de la solution x issue de v à l'instant t. Donc ici vous voyez bien que c'est le v, donc c'est le t qui est variable. Donc c'est ici c'est le v qui est variable et le t est fixé. Mais pour l'autre cas de l'orbite, donc c'est l'inverse. Alors après, où xv c'est une solution maximale de l'équation différentielle telle que xv de 0 est égal à v. Alors ici on a en fait deux points de vue qui sont différentes. Soit donc les solutions telles que t, on associe xv de t, donc le t c'est la variable et le v qui est fixé. Et pour les flots, donc c'est une autre manière donc pour représenter les choses. Donc ici v, c'est on associe phi t de v, okay, avec donc ici t est fixé et v c'est la variable. Alors pour illustrer donc alors, autre façon de voir les choses, donc je prends oméga, 1 au vert de Rn,
et je prends deux conditions initiales, donc ici le V, et je prends un W. Alors on aura donc la première orbite qui est donnée par l'instant t par xv de t. À l'instant t, donc, c'est égal à xv de t. Et pour le w, donc, par exemple, on va converger vers un point qui est ici. Et ça, c'est xw de t. Alors, pour le flow, l'autre façon de voir le flow, c'est on va prendre le temps. Puisque le temps est fixé, donc on va commencer par un t est égal à 0 qui est fixé. Et on va prendre une première photo de oméga. Alors, on aura tout simplement deux points, deux particules. Donc, ça, c'est le V et ça, c'est le W. Alors, si je fais évoluer le temps et je prends une autre photo à l'instant T fixé. Alors, on aura une autre photo. Mais les particules, ils ont bougé. Donc, la première qui part de V, elle va donc se déplacer jusqu'à ce point-là. Le xv de t. Et pour la deuxième condition, donc elle va se déplacer et converger vers ce point-là, qui est le xw de t. OK? Et ça, c'est par cette transformation donc panoramique de phi, le flow phi de t, de 0 jusqu'à l'instant t. Donc imaginez qu'on a donc plusieurs particules, donc conditions initiales, avec des couleurs différentes, et on fait évoluer le temps. Donc ces particules de couleurs différentes, ils vont se déplacer, et on aura donc une autre position de ces particules-là. Donc, et ça, c'est le flow phi de t. Alors, je prends ensuite l'exemple d'un oscillateur. Harmonique. Je ne sais pas si on reste. 2 minutes. Ok, donc, on va s'arrêter ici. Alors, donc, on va continuer cette séance par l'exemple suivant d'un oscillateur harmonique. Qui est défini donc par x1 seconde plus x1 est égal à 0. Alors comment on va écrire cette équation différentielle de second degré sous la forme x point est égal à f de x? Alors il suffit de prendre le x est égal, grand X est égal à x1, x1, x2. Alors donc on aura le x prime c'est égal à x1 point prime x2 prime, et ça ce n'est autre que x2. Donc du coup x seconde est égal à moins x1. Donc vous voyez bien que x seconde est égal à x1 prime est égal à x2. Donc x2 seconde c'est égal à x prime, donc ça fait x1 seconde qui est égal à moins x1. Ok? Et ça c'est une fonction f de grand X. Alors c'est quoi les solutions de ce système dynamique? Donc solution de ce système. Donc on va considérer pour cela une condition initiale, donc soit V est égal à V1, V2, donc qui appartient à R2, une condition initiale. Alors à quoi est égal xv de t? Alors on peut l'écrire est égal, donc c'est une combinaison linéaire de cosinus-sinus. Donc ça fait un V1 cosinus de t plus un V2 sinus de t. Donc ça c'est pour le x1.
Ok. Pour le x2, c'est la dérivée de x1, donc c'est-à-dire c'est moins v1 sinus de t. Et ici c'est plus 1v2 cosinus de t. Et vous voyez bien, si je dérive encore ce x2, donc on obtient moins sinus, donc ça fait moins v1 cosinus de t, et on obtient donc v2 moins v2 sinus de t. Alors du coup, donc on obtient exactement, c'est moins x1. Donc du coup, cette solution est bien une solution de l'équation différentielle suivante. Y' est égal à f de petit x. Mais comment on peut l'écrire sous la forme donc matricielle? Mais si on veut tracer les trajectoires tout d'abord, alors qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc au cours du temps, on va tracer x1 et on va essayer de tracer x2 au cours du temps. x2 de t. Alors vous voyez bien que si je prends une condition initiale, donc le x1 à quoi est égal? Lorsque t est égal à 0, donc on obtient cv1. Et donc c'est une sinusoïde. Ok. Et pour, ici je vais considérer v1 strictement positif, mais je peux considérer négatif. Et inversement, pour le x2, donc en 0 ça fait 0, donc ça fait v2. Et je peux considérer un v2 qui est négatif. Et du coup, on obtient également une sinusoïde. Ok. Mais ça, donc, ça permet de déterminer les trajectoires au cours du temps, mais on n'a pas une vision globale sur le comportement de ces solutions-là. Alors, si on trace donc le plan de phase, donc on pourrait avoir une vision globale sur le comportement de ces solutions-là. Donc, alors, comment on peut l'écrire? Ce x, xv de t, sous forme d'un produit d'une matrice avec un vecteur. Donc on peut écrire c'est cosinus de t, sinus de t, et ici c'est moins sinus de t, cosinus de t, multiplié par le vecteur v1, v2. Mais ça c'est quoi? C'est la rotationnelle de moins t, de l'angle moins t, ici appliqué à v. Et ça, c'est n'est autre que le flot phi t, donc appliqué à V. C'est-à-dire, si on va tracer maintenant, donc c'est avec le phi t, c'est le flot qui est une rotation d'angle moins t. Alors, si on trace maintenant le plan de phase en x1, x2, on considère une condition initiale, donc le V, composé par V1 et V2. Alors, on fait une rotation d'un angle t, moins t, pardon. Donc, ici on a un angle moins t, et donc phi t de v, c'est exactement ce point, donc qui est égal à x v de t. Et si on fait donc augmenter t, donc on va retrouver donc un cercle. Ok. Et si je prends une autre condition initiale, donc on va retrouver un autre cercle, et ainsi de suite. Pour donc toute condition initiale, donc on va retrouver des cercles concentriques. Ok. Donc ici, le plan de phase, ce n'est autre que des cercles concentriques. C'est l'ensemble des cercles concentriques.
Donc voilà. Alors maintenant, on va passer donc on a vu donc le flow. Alors, mais ici le problème, on a dit donc le flow est défini ici pour tout t, mais le problème, on ne sait pas si l'équation différentielle suivante, elle est complète. Donc il faut faire très attention. Donc le problème ici que phi t n'existe que si t elle appartient à jv, où le jv c'est l'intervalle de définition de xv, sauf si bien sûr l'équation différentielle est complète, c'est-à-dire donc le jv c'est égal à donc t moins t plus c'est égal à donc r, tout r. Alors phi t du coup elle est définie sur oméga quel que soit t. Alors comment faire pour définir donc le flow de façon plus rigoureuse? Alors donc supposons xv est défini sur 0t, c'est-à-dire le t il appartient à jv. Alors le phi t est défini sur grand V inclut dans oméga un voisinage de petit v, et phi t donc c'est une application de grand V. On associe donc phi t de grand V, de grand V dans phi t de grand V avec donc phi t de grand V, c'est en fait c'est le voisinage de xv à l'instant t. De plus, donc cette application elle est bijective et continue. Et on démontre également dans cette proposition que, ou bien autrement, donc l'application qui a V, on associe xv point est continue sur V et on a une dépendance continue par rapport aux conditions initiales. Alors pour expliquer donc ce résultat-là, donc on va prendre donc un grand V, un voisinage de petit v. Donc ici on prend une condition initiale V. Alors je sais bien que cette solution elle va être définie jusqu'à l'instant t. Okay, donc on aura donc ici un xv de t qui n'est autre que phi t de v. Alors cette proposition elle nous dit que phi t est définie sur v inclus dans oméga un voisinage de v avec le phi t de grand V dans phi t de v, elle est bien définie. C'est-à-dire, pour toute condition initiale, pour toute condition au voisinage de ce V-là, une condition initiale, donc on aura une solution qui est définie sur un voisinage de xv de t qui est égal à donc un voisinage, c'est V ou bien c'est phi t de grand V. Ok. Et on aura donc une solution xw à l'instant t qui est égale à phi t de w. Elle est bien définie également jusqu'à l'instant donc t. Et ça c'est vrai quelle que soit la condition initiale dans grand V. Donc la trajectoire issue en fait, ici on a donc un phi point. Et voilà, donc ça c'est phi de v. Donc la trajectoire issue d'un point V, donc ainsi, le premier résultat de cette proposition, c'est que donc la trajectoire d'un point de V, de grand V, est définie jusqu'à l'instant t. Le deuxième résultat, donc, il nous dit que cette donc, application phi t, elle est donc bijective. Donc, j'en ai donc ici, deuxième résultat, c'est que donc le phi t est bijectif. Donc pour la surjectivité, il suffit de montrer que donc puisque l'ensemble d'arrivée c'est phi t de v, donc c'est bijectif, c'est surjectif. Pour l'injectivité, il suffit d'utiliser
donc l'unicité de la solution en utilisant le théorème de Cauchy-Lipschitz. Alors, donc pour la surjectivité, l'ensemble d'arrivées est donc phi t de grand V, et pour l'injectivité, il suffit d'utiliser l'unicité de la solution. Alors après, troisième résultat, donc c'est que elle est continue. Donc le phi t est continu. Et c'est un résultat majeur. Pourquoi? Donc troisième résultat, c'est que lorsque donc le phi t est continu, donc c'est-à-dire donc lorsque le W il va tendre vers V, donc le phi t de W il va tendre vers le phi t de V. Ici on a du coup donc une dépendance continue par rapport à la condition initiale. Et en fait, cela justifie en fait l'utilisation des équations différentielles pour la modélisation. Donc en fait, donc cela justifie pour la modélisation ainsi que pour des méthodes donc numériques. Et cela justifie également l'utilisation des équations différentielles ou bien des méthodes numériques, quoi. Des méthodes numériques. Alors, pourquoi en fait? Parce que la modélisation du Covid, par exemple, on a des données ici qui sont brutées. Donc, on a des conditions initiales. Si on prend le modèle de Covid, dans la modélisation, on aura donc des conditions initiales qui ne sont pas exactes. Donc, on aura une perturbation, donc on a des erreurs. Alors, plus que les erreurs sont assez petites, donc plus que l'image XV de t, donc la solution au cours du temps, donc on aura donc des erreurs assez petites. Plus que la précision est bonne, donc plus qu'à l'arrivée, on aura donc une bonne précision. Donc voilà. Donc plus que la précision est grande, des conditions initiales, donc plus que la précision à l'instant final, est grande. Ok. Alors maintenant, on va passer donc à des propriétés du flot. Alors, on prend donc l'hypothèse que l'équation différentielle elle est complète. Donc le phi t est défini sur tout oméga.
Mais ici, en fait, on peut considérer donc, le témoin T plus donc, différent de R. Donc, ces propriétés-là donc, restent valables aussi pour une équation différentielle qui est non complète avec des restrictions juste sur le temps. Donc, afin de ne pas nous encombrer avec les notations, donc, on peut donc, considérer l'hypothèse que c'est des équations différentielles complètes. Alors, on démontre que pour tout t appartenant à R, le v appartient à oméga, la différentielle de phi de t de v, la différentielle par rapport à t de phi t de v, ce n'est autre que f de phi t de v. De plus, le phi 0 de v, c'est égal à v. Okay. Alors, et après, on a donc la formule de Flow qui nous dit que quel que soit t s appartenant à R, le phi t plus s c'est égal à phi t rond phi s. Et ça nous implique également que le phi t moins 1, ce n'est autre que c'est phi moins t. Alors, pour démontrer ça, donc c'est assez simple. Alors, pour les propriétés du flow, alors on va commencer par démontrer la première. La différentielle de phi t par rapport à t, ce n'est autre que f de phi de t de v. Okay. Alors, on sait bien que phi t de v à quoi est égal? C'est égal à xv de t. C'est égal à xv de t. Donc, à quoi est égal la différentielle de phi t par rapport à t en v? C'est égal, c'est n'est autre que la différentielle par rapport à t de xv de t. Et ça, c'est n'est autre que f de xv de t, qui n'est autre que f de xv de t, qui n'est autre que f de phi t de v, ce qu'on veut démontrer. Alors maintenant, à quoi est égal phi 0 de v? Alors de la même manière, c'est égal à xv 0, qui est égal à xv 0, c'est égal à v. Alors du coup, phi 0 de phi 0, c'est l'identité. Okay, ce qu'on veut démontrer. C'est-à-dire, le phi 0, ce n'est autre que l'identité. Alors maintenant, pour avoir donc la formule du flow, donc on va donc formule du flow où on a donc quel que soit t appartenant à R, phi t plus s c'est égal à phi t rond phi s. Alors il suffit de prendre donc ici le temps t. Je prends une condition initiale, donc ici 0. Je prends donc notre ouvert, donc c'est oméga. Et je prends donc une condition initiale v. Alors cette particule, à l'instant S, donc on aura donc une autre photo ici, où la particule v, donc elle va se déplacer. Donc on aura donc un x v. Okay, pour cette condition initiale, à l'instant S. Et si je considère après l'instant t plus s, alors on aura donc une autre photo ici, dans laquelle donc la solution elle a bougé donc ici, après donc elle va déplacer encore pour arriver à xv de s plus t. Ok. Alors ici, ce n'est autre que le phi s. Alors, ici c'est phi t plus s. Mais, donc, le passage de l'instant s à l'instant t plus s, donc ça représente quoi cette transformation? À quoi est égal? C'est égal à phi de
phi de t. Ok. Alors, et ça, c'est donné en fait par cette donc, propriété que phi t plus s n'est autre qui est égal à phi t rond phi de s. Ok. Alors voilà. Maintenant, le phi t de plus s à quoi est égal? Donc, c'est-à-dire le phi t plus s de v, c'est égal à phi t de phi de s en v. Alors, donc en fait, l'équation différentielle autonome, pour l'équation différentielle autonome, donc en fait, le temps, il n'a pas un rôle intrinsèque. Le temps n'a pas un rôle intrinsèque. En fait, ce qui compte, c'est juste les durées. Il n'est pas ou bien les intervalles de temps. Donc ce qui compte, c'est la durée et non pas les instants. Alors, pour la dernière, le phi t moins 1 est égal à phi moins t. Alors, il suffit de prendre et c'est égal à moins t. Et on applique donc cette propriété. Alors, qu'est-ce qu'on obtient si on remplace s par moins t? Alors, du coup, on obtient phi de t rend phi de moins t. Ok, c'est égal à donc phi de t moins t, donc ça fait phi 0, mais phi 0 c'est l'identité. Et de même, phi moins t rend phi t, c'est égal à l'identité. Donc phi t est bijective avec le phi t, donc moins 1, c'est égal à phi de moins t. Donc phi de moins t, on vient de t moins 1, c'est égal à phi de moins t, ce qu'on veut démontrer. Ainsi, le phi t donc, est bijectif et son inverse est continu. Donc c'est un homéomorphisme. Donc le phi t est bijectif et continu. Ce qui nous implique le phi t est un donc homéomorphisme. Alors ensuite, on va passer donc à des propriétés sur le flot. Pour cela, donc, on fait le rappel suivant. Donc, l'orbite de V appartenant à oméga, donc c'est n'est autre que l'ensemble donc, qui est noté par O de V, qui est l'ensemble de XV de T tel que T appartient à J de V. Donc, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les valeurs de XV de T tel que le T il est dans JV. Et c'est notre autre aussi, c'est le phi T de V avec le T appartient à JV. Ok, donc c'est-à-dire ici, c'est l'ensemble, puisque ici c'est la valeur de X issue de V en T. Mais comme je fais varier le T, donc ça revient exactement à la solution, donc l'orbite issue de V à l'instant, quel que soit le T, appartient à JV. De plus, donc on démontre que le W appartient à θ de V, ça implique que le
le O de W, c'est égal à O de V. Et de plus, deux orbites sont distinctes, ne se croisent pas. Et finalement, donc, on aura donc trois types d'orbites. Si XV est égal à, donc identiquement est égal à V, donc ici on aura donc f de V c'est égal à 0, et donc O de V c'est égal à donc le singleton V, donc ça représente donc un équilibre, donc un état statique qui ne bouge pas, et du coup donc on aura donc le f de B, et le f de V c'est égal à 0, donc c'est l'unique solution. Et s'il existe un point double, alors XV périodique forcément, et donc grand O de V c'est une courbe qui est fermée, donc on aura une orbite périodique. Et finalement, donc si pas de point double sur XV, alors le θV, donc c'est une courbe ouverte. Alors pour expliquer ça, on va commencer par le premier résultat, où le W, donc si on prend pour la première propriété, si W appartient à grand O de V, ça implique grand O de W, c'est égal à grand O de V. Alors, je prends l'orbite grand O de V, je prends ici la condition initiale V, je prends donc le W qui appartient à θ de V. Okay. Alors, pourquoi grand O de W, c'est égal à grand O de V? Alors, il suffit en fait de montrer, pour montrer cette égalité, il suffit de montrer la double inclusion. Alors, on commence par la première. On démontre que θ de W est inclus dans θ de V. Alors, pour cela, si le W appartient à θ de V, ça implique qu'il existe un certain T, strictement positif, tel que quoi? Ou bien ça peut être négatif dans quelqu'un, qu'il existe un T, tel que quoi? Tel que XV, ou bien si j'écris le W, à quoi est égal le W? C'est égal à phi grand T de V. Ok? Donc, puisque le θ il appartient à O de V, donc nécessairement donc, il existe un certain T qui peut être positif ou négatif, tel que ce W, c'est n'est autre que phi grand T de V. Ok? Alors après, c'est quoi le θ de W? Donc par définition, on a dit c'est l'ensemble des XV de T, ou bien de phi T de W, avec le T, il appartient à un certain intervalle J de W. Mais ça, c'est n'est autre quoi? C'est phi T de W qui est égal à phi grand T de V. Et du coup, en utilisant la propriété précédente, ce n'est autre que c'est phi T plus grand T de V. Alors, cet élément, il appartient à quoi? Il appartient à grand O de V. Do, pour tout élément dans grand O de W, c'est un élément de grand O de V. Du coup, donc on démontre que θW, c'est inclus dans θ de V. Inversement, puisqu'ici, donc, cette égalité, on peut l'écrire autrement. Donc, on peut écrire le V à quoi égal d'après étoile. On peut écrire donc le V, c'est égal à phi moins T de W. Ok? Et du coup, donc, on aura le V qui appartient à quoi, le V? Donc, ça implique le V, il appartient à θ de W. Et de la même manière, donc si ici on a W appartient à grand O de V, on a donc démontré que grand O de W est inclus dans grand O de V. Donc il y a inversement ici. Vous voyez bien qu'on a inversé V et W. Donc on démontre de la même manière l'inclusion dans le sens opposé. Donc c'est-à-dire le θ de W ou bien de V, c'est inclus dans le θ de W. Donc ça c'est 1, ça c'est 2. Donc 1 et 2 impliquent que donc, le θ de V, ou bien grand O de V, c'est égal à grand O de W, ce qu'on veut démontrer. Alors, pour
Maintenant, deux orbites distinctes ne se croisent pas. Donc on peut le démontrer par l'absurde. Alors, par l'absurde. Deuxième propriété. Donc on a dit deux orbites distinctes ne se croisent pas. Donc une orbite, donc c'est... Ok. Alors c'est par l'absurde. Donc supposons par l'absurde. Donc qu'on a, donc ça c'est θ de V, et on a une autre orbite, c'est θ de V', qui se croise en W. Alors, puisque d'après ce qui est la propriété précédente, le θ appartient à grand O de V, ça implique que donc puisque W appartient à θ de V, ça implique θ de W, c'est égal à θ de V. Et de même, le grand W, il appartient à grand θ de V', ce qui nous implique que grand O de W, c'est égal à grand O de V'. Et du coup, donc, on aura, d'après donc 1 et 2, implique que θ de V, c'est égal à θ de V'. Donc ce cas-là, donc c'est impossible de l'avoir. Donc impossible d'avoir donc une intersection entre deux orbites, et on aura donc l'orbite de V, s'ils se croisent, donc forcément ils sont identiques. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il nous reste pour le portrait de phase maintenant? Alors pour le portrait de phase, donc en fait on a, c'est quoi donc le portrait de phase? Donc c'est l'union d'orbites. Ou de courbes. Alors en fait, il y a trois cas possibles. Donc soit c'est un point, donc c'est juste un point. Donc ici je prends un point V. Alors forcément, xv de t est égal à une constante. De plus, x' v de t, c'est égal à 0. Ce qui nous implique que f de xv de t, qui est égal à donc f de v, est égal à 0. F de v, c'est égal à 0. Et c'est l'unique solution. Donc, c'est l'unique solution. Alors maintenant, si xv est non constante, alors on a dit que s'il existe un point double, alors forcément le xv c'est périodique. Et le θ de v, c'est n'est autre qu'une courbe fermée. Donc on aura donc une orbite périodique. Alors, on va supposer par l'absurde, supposons donc qu'il y a un point double, mais ce n'est pas périodique.
Donc ici, donc, vous voyez bien, si je prends une condition initiale V, donc la trajectoire, donc, elle va passer, elle va revenir par ce point-là, mais après, elle va sortir de cette donc, boucle fermée. Alors, est-ce que c'est possible, donc, ce cas-là? Donc, ici, on a le V, c'est égal à phi grand, un certain grand T de V. OK? Alors, pour démontrer que c'est impossible, donc, il suffit de montrer qu'elle est périodique. Donc, c'est-à-dire, si je prends une condition initiale, donc, telle qu'on a un point double, donc, forcément, si on prend ce chemin-là, après, on doit revenir vers le même chemin. OK? On ne peut pas sortir de cette boucle fermée. Alors, il suffit de montrer qu'elle est, donc, la solution xv de t, elle est périodique, quel que soit t. Donc, pour cela, on va prendre xv de t plus un certain grand T, qu'on note par grand T. Alors, ça, ce n'est autre que phi t plus grand T de V. Et ça, ce n'est autre que phi t de phi grand T de V. Mais on a dit phi grand T de V, c'est V. Donc, ça fait phi t de V. Et ça, ce n'est autre que xv de t. Et ça, c'est quel que soit t. Donc, du coup, elle est périodique. C'est-à-dire, donc, xv point était périodique. Donc, c'est impossible d'avoir ce cas-là. Donc, impossible d'avoir un point double tel que la solution, donc, elle sort ici et elle n'est pas dans une boucle fermée. Et de même, si on peut avoir un cas où on a donc un point double. Donc impossible ici d'avoir ces deux cas-là. Okay? C'est-à-dire, dès qu'il existe un point double, donc forcément, ma trajectoire est une courbe fermée. Ce qu'on veut démontrer. Alors, pour le portrait de phase, combien il me reste? Alors, c'est quoi donc les cas possibles? Donc, on a dit soit c'est un point, soit donc c'est un point double et du coup donc c'est une trajectoire ou bien une courbe fermée. Sinon, c'est une trajectoire donc qui est ouverte. Donc, pour le portrait de phase, donc trois cas possibles. Donc, qui est l'union de courbes. Donc, c'est une union de courbes qui ne se croisent pas. Alors, soit c'est des points, donc soit c'est des courbes fermées, ou bien donc c'est des courbes ouvertes. Ok? Donc ici c'est des points, des courbes fermées, donc ou bien des courbes ouvertes. Et donc on peut considérer donc un cas dans un plan de phase. On a donc un point. On peut avoir donc des donc courbes fermées qui sont des cycles limites en fait. Et donc on pourrait avoir donc des trajectoires par exemple qui vont converger vers le cycle limite lorsque t tend vers plus infini. Et donc pour d'autres conditions, on peut converger pour toute condition initiale vers
ce cycle limite. Donc voilà. Alors donc je vous remercie pour votre attention.